13h, le journal. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, le sommaire. En Côte d'Ivoire, la fin de la deuxième mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette délégation de la CEDEAO a été reçue hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Les entretiens ont porté sur le bon déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et une délégation du National Democratic Institute. Le NDI veut accompagner la commission électorale indépendante, la CEI, dans le processus électoral en cours. Enfin, une vingtaine d'individus interpellés récemment par la police nationale à Abidjan et à Sikensi, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ils seront déférés au parquet d'Abidjan dans les prochains jours. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le 6e jour de campagne électorale pour la présidentielle 2020. Les candidats au scrutin ont 2 semaines pour cette campagne fixée du 15 au 29 octobre prochain. L'élection présidentielle, elle, va se tenir le 31 octobre 2020. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères Ayorkor Botchwey, qui conduit la deuxième mission en Côte d'Ivoire de la CEDEAO. Leurs entretiens ont porté sur le bon déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire ce lundi, la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères s'y déroule entre 10h58 et 11h37, soit environ 40 minutes d'entretien entre les deux personnalités. À l'issue de cette entrevue, l'hôte du chef de l'État déclare avoir échangé avec lui dans le cadre d'une mission de la CEDEAO sur la présidentielle du 31 octobre prochain. Il nous a paru absolument nécessaire de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, pour l'informer des différentes questions qui avaient été soulevées, lui demander donc au cours de sa campagne d'agir contre la violence. Nous lui avons aussi demandé ses différents points de vue ainsi que ses perspectives sur le scrutin à venir. Monsieur le Président nous a donc assuré du fait de la tenue de la campagne et que cela va se faire dans un environnement apaisé. Il nous a aussi informé du fait que les autorités sont en place et sont prêtes pour s'assurer que donc les citoyens seront sécurisés et que les élections vont se tenir dans un environnement d'apaisement. En saisissant l'opportunité que cette mission de la CEDEAO qu'elle conduit lui offre, Shirley Ayorkor Botchwey en appelle au bon sens de tous. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères demande aux militants des partis en compétition de se départir, surtout de la violence, pour une élection apaisée, crédible et transparente, et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire de continuer à briller telle une étoile avec ses performances économiques que l'on connaît sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toujours concernant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu hier une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Les membres de cette délégation sont venus s'imprégner des procédures mises en place par le gouvernement pour des élections apaisées. Le point dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Après la mission de suivi de la CEDEAO, le chef du gouvernement a reçu mardi à la primature une délégation du NDI, le National Democratic Institute. Alors nous avons pu briefer le Premier ministre sur l'ensemble de nos activités par rapport au renforcement de la cohésion sociale, par rapport à la lutte contre la désinformation et par rapport aussi à l'observation nationale que nous comptons faire en appui aux organisations de la société civile ivoirienne. L'Institut s'est aussi penché sur les violences constatées ces derniers jours dans le pays. Il était important que nous évoquions ces questions
pour nous imprégner des mesures que le gouvernement est en train d'entreprendre pour que le calme revienne, pour que le dialogue soit renforcé et maintenu avec les autres acteurs politiques et que tout le monde puisse se retrouver dans ce processus pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le NDI appuie et accompagne la Côte d'Ivoire depuis de longues années dans la consolidation de la démocratie. L'Organisation internationale de la francophonie veut accompagner l'État ivoirien dans le processus électoral en cours. Une délégation de l'OIF a donc rencontré hier la présidence de la commission électorale indépendante, la CEI. L'OIF va envoyer une mission d'observateurs. Les détails, Sidonie Davila. L'Organisation internationale de la francophonie OIF est engagée pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Mandaté par la secrétaire générale de l'OIF, son conseiller spécial a exprimé ce besoin au président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière. Avec lui, il a pendant plus de 30 minutes échangé sur l'organisation pratique de l'élection présidentielle qui va se tenir dans moins de 2 semaines. Nous avons reçu une invitation de la part des autorités ivoiriennes, du président de la commission, pour pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus électoral en cours. C'est une marque de confiance indéniable et nous sommes très heureux de mettre à contribution notre expertise. J'ai eu une oreille attentive de la part du président de la commission qui m'a expliqué en long et en large l'état des préparatifs et qui m'a assuré que ne pas avoir d'inquiétude, qu'il y aura une élection libre, transparente et qu'il est fait prêt pour le scrutin national du 31 octobre. Pour cette présidentielle, l'OIF va déployer une dizaine d'observateurs sur le terrain. La secrétaire générale va déployer une mission d'information de contact ici pour accompagner le processus électoral en cours. Cette mission aura pour mission d'apprécier, d'évaluer avec toutes les parties prenantes, les sociétés civiles, les acteurs politiques, les médias, pour voir comment est-ce qu'on peut avoir une élection transparente, libre et démocratique. Le conseiller spécial de l'OIF était accompagné pour la circonstance de la secrétaire générale de la Commission nationale de la francophonie de Côte d'Ivoire. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020 à une séance de travail placée sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre le mercredi 21 octobre 2020 à 11h dans la salle C de la primature. Cette rencontre est consécutive à la visite effectuée en Côte d'Ivoire du 17 au 19 octobre 2020 par la mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter par 2 personnes. Fait à Abidjan le 20 octobre 2020, signé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Toujours en Côte d'Ivoire, des appels à l'apaisement lancés il y a quelques jours à Grand-Bassam, dans la région sud du pays, par le bureau exécutif de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. La situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire constitue une véritable préoccupation pour la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Réunis en session extraordinaire dans la ville de Grand-Bassam, ces responsables des églises pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont prié pour la paix. Une rencontre présidée par l'archevêque Guy Vincent Kodia, à l'issue de laquelle une déclaration a été faite. Faisant de la paix la priorité, la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire appelle la classe politique à cultiver un esprit de dialogue et de retenue au cours de cette période électorale si sensible. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, dans sa quête de paix,
et de stabilité se donne pour mission, dans les jours à venir, de rencontrer les différents partis politiques et institutions du pays, tout en recommandant à tous de désarmer les cœurs, la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire prie que la bonté de Dieu nous maintienne dans sa grâce et son secours pour une Côte d'Ivoire au lendemain heureux. Cette rencontre des évêques pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire arrive après celle tenue avec le Premier ministre de la commune de Yopougon. Une détermination des églises à promouvoir les valeurs de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire, surtout en cette période électorale. Voilà, nous recevons à présent un invité sur ce plateau. Bonjour Edouard Djoussou. Vous êtes le directeur de l'éducation civique et vous avez une information à l'endroit des populations concernant la distribution des cartes d'électeurs. Nous vous écoutons. Communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante informe l'ensemble des électeurs, les anciens électeurs et les nouveaux électeurs de 2020, que le délai de distribution des cartes d'électeurs est prorogé jusqu'au dimanche 25 octobre 2020 sur le territoire national et à l'étranger dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité ou le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou l'ex-ONI. Pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. La Commission électorale indépendante précise par ailleurs que chaque commission électorale locale a pris les mesures idoines en concertation avec les autorités en charge de la sécurité pour réorganiser les centres de retrait. Elle communiquera aux électeurs concernés la liste des centres de retrait. Les centres de retrait resteront ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, de 7h30 à 13h et de 14h à 17h30. Fait à Abidjan le 19 octobre 2020 pour le président et par ordre le secrétaire permanent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Djoussou. Nous avons quelques questions à vous poser. Alors, pourquoi une telle décision de proroger la distribution de la carte d'électeur jusqu'au 25 octobre 2020 ? Avez-vous constaté un manque d'empressement chez les électeurs ? En réalité, il s'agit plus exactement de permettre à nos électeurs, aux Ivoiriens inscrits sur la liste électorale, d'avoir plus de temps à l'effet de retirer leur carte d'électeur. Donc, nous invitons chaque électeur à aménager son programme et à profiter de ce temps complémentaire pour y aller sereinement, tranquillement, dans les centres de retrait qui ont été identifiés et qui sont communiqués au niveau local. Alors, plus de 7 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire. Peut-on, à ce jour, faire un point sur la distribution des cartes d'électeurs ? Approximativement, combien de cartes ont été délivrées à ce jour ? Oh, madame, je voudrais simplement vous dire que le processus avance bien. C'est vrai que nous notons quelques perturbations ça et là, mais les commissions électorales locales prennent toutes les mesures idoines en lien avec les autorités administratives et les autorités en charge de la sécurité pour réorganiser notre dispositif. Et comme je vous le disais tantôt, l'ensemble de ces sites pour lesquels des dispositions particulières ont été prises est disponible sur notre site web, dont je rappelle qui est le www.cei.ci, et ces informations sont communiquées en temps réel quasiment au niveau local. Vous avez mentionné des incidents, des perturbations. Quelles dispositions prenez-vous pour que les électeurs puissent retirer leur carte dans la sécurité ? Alors, la commission électorale a instruit les commissions locales de se rapprocher des autorités en charge de la sécurité, pour qu'au niveau local, les mesures idoines, comme je le disais, soient prises.
de sorte à ce que les Ivoiriens qui souhaitent retirer leur carte puissent le faire en toute sérénité. Alors, des cartes d'électeurs ont été détruites dans certains bureaux de vote. Les titulaires pourront-ils voter avec d'autres pièces le jour du vote, le 31 octobre prochain? Oui, je voudrais déjà, au nom de la commission électorale, dire que toutes les mesures sont prises. Déjà, des instructions ont été données par M. le Président à l'effet de produire à nouveau ces cartes d'électeurs dont la destruction a été malheureusement constatée. Le point est fait au niveau local. Je tiens, au nom de M. le Président, à rassurer les différents partenaires que toutes les dispositions sont prises pour que ce scrutin puisse être organisé dans les meilleures conditions et à la date prévue, c'est-à-dire le 31 octobre 2020. Merci, Monsieur Édouard Djoussou. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'éducation civique. Merci. Une vingtaine d'individus interpellés récemment par la police nationale dans le district d'Abidjan et à Sikensi, dans la région sud du pays. Ces personnes seront déférées au parquet d'Abidjan pour répondre des faits de perturbation de cours, pose de barricades, agression sur les forces de l'ordre et destruction de biens publics. Les explications de Abou Sanogo. La police nationale met hors d'état de nuire des individus dans le district d'Abidjan et dans la ville de Sikensi. Une vingtaine de casseurs dont une jeune fille interpellée, la plupart à Anono, dans la commune de Cocody. Il leur a reproché les faits de pose de barricades, d'agression sur les forces de l'ordre et de destruction des biens publics et des biens privés. Dans la commune de Yopougon, un perturbateur de coups a été pris. Outre la commune de Yopougon, celle d'Adjamé a aussi connu des perturbations. Un élève a été interpellé avec une arme blanche. Comme lui, 3 autres perturbateurs de coups ont été pris dans la commune de Port-Boué. Dans la commune d'Abobo, un individu ici sur les rangs a été interpellé pour perturbation de cours, agression d'agents de la CEI à l'arme blanche et vol de cartes d'électeurs. Un autre avait pour mission d'empêcher la distribution des cartes d'électeurs dans un autre centre de la commune d'Abobo. À Sikensi, 5 ont été interpellés pour pose de barricades et de destruction des biens publics et biens privés. Tous ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Direction à présent Korogo, dans la région nord du pays. Les résidences et le restaurant universitaire sont désormais fonctionnels. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a remis hier les clés de ces bâtiments. À noter également que le Wi-Fi, la connexion à Internet sans fil, est également mis à la disposition des étudiants de l'université Peleforo Ogon Coulibaly. Les précisions de Mamadou Kouassi. L'université Peleforo Ogon Coulibaly de Korogo dispose désormais de sa cité et de son restaurant universitaire. Des infrastructures modernes pour améliorer les conditions d'apprentissage et de vie des étudiants de cette université. Ce sont 5 bâtiments de haut standing avec toutes les commodités pour une vie en cité agréable et sécurisée. En plus, les étudiants de l'université Peleforo Ogon Coulibaly de Korogo bénéficient gratuitement d'un accès illimité au Wi-Fi pour des travaux de recherche. De chez moi, Petit Paris, à l'université, c'est près de 500 francs de transport. Et puis les déplacements, ce n'est pas évident avec les accidents. Mais aujourd'hui, nous sommes en cité, ça facilite beaucoup la tâche. Parce qu'ici, on arrive également à pouvoir être à l'heure au cours. On arrive également à pouvoir se concentrer sur les études. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous saluons également l'initiative du gouvernement qui nous donne de pouvoir avoir une cité là où pouvoir se concentrer sur les études. La cérémonie d'inauguration de ces infrastructures a permis au monde universitaire de Korogo de rendre hommage à Feu Amadou Gon Coulibaly, porteur de ces différents projets, et ce, en présence des représentants de sa famille. En remettant les clés, le ministre Adama Diawara a invité les étudiants à plus de responsabilités. L'investissement lourd et coûteux mis à la disposition donc, du monde universitaire. Donc je demande à tous les acteurs de notre sous-secteur, de l'enseignement supérieur, de prendre soin de ces objets, de ces instruments qui nous sont mis à disposition. J'ai pris par exemple le cas du Wi-Fi. Il n'est pas question de venir faire sur ce Wi-Fi autre chose que ce qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'en est pas question. Tout comme les chambres, c'est des joyaux qu'on met à leur disposition. Les travaux de construction des résidences et du restaurant universitaire de Korogo ont été effectués dans le cadre du PDU, programme de décentralisation des universités de Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire 2040, c'est le nom donné à une étude faite par le gouvernement ivoirien et qui vise la transformation du pays en puissance industrielle à l'horizon 2040. Adzopé, dans la région sud du pays, a abrité récemment un atelier de renforcement des capacités des acteurs concernés par l'étude Côte d'Ivoire 2040. Les explications de Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire ambitionne être une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde à l'horizon 2040. Pour l'opérationnalisation de cette vision née des conclusions de la 4e étude nationale prospective baptisée Côte d'Ivoire 2040, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique renforce les capacités des différents acteurs techniques issus des institutions de la République et de différents ministères à Adzopé, capitale de la région de Lamé. Il faut que la Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines de qualité. Les gens qui vont travailler, les gens qui vont faire pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays industrialisé. Mais pour que ça soit ainsi, il faut que tous les acteurs s'approprient cette vision, se comportent comme l'Ivoirien nouveau que nous avons décliné dans l'étude, de telle sorte que leur comportement soit favorable à l'industrialisation du pays. Cette vingtaine de participants a pour mission de mettre en place une cellule de veille stratégique au sein de leurs institutions respectives, de sorte à s'approprier l'étude Côte d'Ivoire 2040. Sur l'assainissement, à la salubrité, nous devons veiller à ce que l'Ivoirien nouveau applique les rudiments de la salubrité. Pour aussi être un Ivoirien nouveau, il faut appliquer ça dans tous les domaines. Il nous appartiendra de relayer les conclusions arrêtées auprès des populations, les inviter à s'impliquer résolument afin que la Côte d'Ivoire puisse tirer le meilleur parti de cette nouvelle forme d'orientation que l'on veut imprimer à l'action de développement en général. Durant 3 jours, les participants ont été formés sur la maîtrise des enjeux et concepts de la veille stratégique et de l'intelligence économique, des techniques de diffusion, de capitalisation et de sécurisation de l'information. Relancer l'activité touristique en Côte d'Ivoire malgré la maladie à coronavirus. Côte d'Ivoire Tourisme, l'Office national du tourisme, a organisé du 23 au 26 septembre dernier un éduc-tour dans la région de San Pedro, dans le sud-ouest du pays. Voyage touristique à l'intention des chefs d'entreprise et autres influenceurs. Plus de 40 millions de cas déclarés dans le monde, le coronavirus encore au centre de ce journal. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier un nouveau cas de maladie à coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 20 324 cas confirmés de coronavirus, dont 20 029 personnes guéries et 121 décès. Octobre rose, mois dédié dans le monde entier à la lutte contre le cancer du sein chez la femme. En Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le cancer invite toutes les femmes à se faire dépister tôt afin de prévenir la maladie. Appel lancé récemment au cours d'une conférence de presse. Salima Toudia. Diagnostiquer tôt pour guérir, le thème choisi pour ce mois symbolique dans la lutte contre le cancer du sein en dit long sur les actions de prévention. Le programme national de lutte contre le cancer intensifie ses activités. C'est essentiellement des activités de prévention que nous allons mener, c'est-à-dire d'information grand public. Nous avons la chance d'avoir la coalition des ONG de Côte d'Ivoire qui regroupe plusieurs associations et qui vont être accompagnées par le programme au niveau d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour sensibiliser les femmes. Et dans ce programme, nous avons également des sessions de formation vis-à-vis des médecins généralistes et des infirmiers. Premier cancer chez la femme, le cancer du sein fait plus de 3000 cas diagnostiqués chaque année en Côte d'Ivoire et cause plus de 1300 décès. Et pourtant, le cancer du sein se guérit s'il est vite diagnostiqué. C'est un cancer qui se traite facilement et en Côte d'Ivoire, nous avons tout le plateau technique et les personnes qualifiées pour pouvoir traiter correctement le cancer du sein. Et il est important de faire de la prévention parce que sans prévention, nous aurons affaire à des cancers très avancés et malgré les moyens que nous avons, les résultats risquent d'être catastrophiques. Et c'est pourquoi ce thème de cette année, c'est diagnostiquer tôt pour guérir.
Le diagnostic tôt repose sur l'information et la communication. Et nous avons mis un accent sur les masses médias parce que ce sont les journalistes, par leurs écrits et par l'audiovisuel, qui peuvent être en première ligne pour permettre de sauver des vies. Le cancer du sein tue pour la plupart les femmes de 40 à 50 ans en moyenne, d'où la stratégie de sensibilisation à l'endroit des femmes rurales à travers une caravane d'information dans les campagnes. Le but, avoir un taux de diagnostic précoce plus élevé dans les hôpitaux. Commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, un établissement sanitaire moderne pour les enseignants du primaire et du secondaire a été inauguré récemment par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara. D'un coût total de 300 millions de francs CFA, ce centre médical a une capacité de 15 lits. Didier Nguessan. Un bâtiment de 5 niveaux, flambant neuf, inauguré par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est le premier centre médical dédié aux enseignants et leurs ayants droit. Une infrastructure sanitaire de premier niveau, dotée d'équipements modernes. Il y a le pôle mère-enfant, où les consultations de gynéco et de pédiatrie. Il y a le pôle cardiovasculaire, en fait la cardiologie, l'endocrinologie et la diabétologie. Il y a le pôle viscéral, consultation de gastro-entérologie, d'urologie également. On a le pôle des spécialités chirurgicales telles que l'ORL, l'ophtalmologie, et puis la médecine interne qui va gérer toutes les consultations de neurologie et de dermatologie. Le centre médical est le fruit de la mutuelle des personnels de l'éducation nationale, MUPE-MENEPSI, rendu possible grâce à l'implication de la ministre de tutelle. Cet édifice hospitalier de haut standing qui honore notre corporation est à l'actif de notre ministre de tutelle, dont la volonté politique, mais surtout maternelle, profite toujours efficacement au personnel sous sa tutelle. À travers la réalisation et l'ouverture de ce centre médico-social, vous êtes fidèle à la grande idée qui a présidé à la création de notre mutuelle. En effet, nous avons toujours rêvé d'en faire un instrument de solidarité au service de chaque membre de notre grande famille. Aujourd'hui, c'est donc chose faite. Nous pouvons en être fiers. Pour ma part, je suis très fier de vous, membres du conseil d'administration et de la direction générale de la MUPE-MENEPSI. La construction et l'équipement du centre médical ont coûté 300 millions de francs CFA. Toujours au chapitre santé, fini les problèmes d'audition pour 10 enfants atteints de surdité profonde, internés et opérés il y a un mois à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ils entendent désormais correctement. Sifoura Zegui les a rencontrés. Abdoul, 5 ans, souffrait d'une surdité profonde depuis sa naissance. Il y a un mois, le petit garçon a subi une opération chirurgicale grâce à une subvention de la première dame Dominique Ouattara et de quelques partenaires de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Un implant cochléaire lui a été posé à l'oreille. Grâce à cet appareil, Abdoul peut désormais entendre des sons. Il a rendez-vous cet après-midi avec Samia, technicienne en implantation cochléaire. J'ai allumé l'appareil, j'ai donné un son fort. Je n'ai vu aucune réaction de sa part, donc j'augmente un peu. Je recommence la même chose, je ne vois pas de réaction. Donc j'augmente un peu, et à partir du moment où je commence à voir des réactions au son fort, je m'arrête. Samia va connecter l'appareil d'Abdoul à son ordinateur pour effectuer un test. Sur notre implant, on a toutes les électrodes qui fonctionnent. Et en plus de ça, j'ai de bonnes réactions de sa part. Donc c'est une réussite à 100%. Maintenant, il va falloir faire des réglages. Et ensuite, il va falloir que les parents emmènent leur enfant en orthophonie. Et aussi que les parents fassent des activités avec leur enfant à la maison pour lui apprendre à parler. Le test a terminé. Draman, le père de Abdoul, peut pousser un ouf de soulagement. Pour la première fois, il peut voir son fils réagir à des sons. On va avoir une opération, j'avais la crainte de comment est-ce que ça va se passer. Et même bien avant, juste après l'opération aussi, jusqu'à hier, on avait certaines craintes. Est-ce que ça va bien se passer? Comment l'enfant va réagir, etc. Vraiment, c'était un stress pour nous-mêmes. C'est le sentiment de joie qui m'anime déjà.
Parce à voir que votre enfant, depuis comme vous l'avez dit, ne réagit même pas à des sons, qui n'arrive même pas à communiquer, à jouer normalement comme les autres enfants. Et déjà, on pense déjà que cet enfant ne pourra pas aller loin. Ne pourra pas avoir un avenir meilleur en fait, puisque si on n'arrive pas à parler dans notre société aujourd'hui, ça serait difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. Et déjà, c'est vraiment une joie pour nous. Comme Abdoul, 9 autres enfants ont bénéficié de cette implantation cochléaire. Un soulagement pour Étienne, père d'une fillette de 4 ans. Du jour depuis l'annonce de ce que notre fille avait perdu l'audition, jusqu'à il y a 1 mois où elle a bénéficié de la première opération, nous avons vraiment traversé d'intenses moments de difficultés, de stress et d'angoisse. Et aujourd'hui, sinon depuis hier où elle a reçu maintenant son appareillage et ses premières réactions quant au bruit et au son, nous sommes vraiment contents, nous sommes très contents. Ce test est la 2e étape d'un périlleux processus d'implantation cochléaire. Le test réussi, l'enfant devra s'adapter à tous les bruits qu'il entendra. Après cette étape où on se rend compte que l'enfant a un appareil qui marche, qui est à l'intérieur de son oreille et qui marche, la 3e étape serait qu'il s'accoutume à tous les bruits qu'il va entendre, tous les bruits environnants, qu'il n'en ait pas peur, surtout puisque c'est la première fois qu'il les découvre. Et ensuite, que cette audition qu'il a recouvrée lui permette de développer un langage oral comme tous les autres enfants. Un implant cochléaire est une technologie médicale avancée, différente d'une aide auditive. Il peut traiter les surdités les plus sévères. Jusqu'à aujourd'hui, 32 enfants ont pu bénéficier d'un implant cochléaire grâce à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.